Alors, vous pouvez nous parler sur le chat? Oui, Oui, super. Bonjour. Alors, c'est parfait. Apparemment, on nous entend bien. super. Et du coup, si on fait un petit tour de sondage, vous venez d'où là, les personnes qui sont connectées? Bordeaux, Poitiers, Limoges, Mérignac, Pau. Ah bah super, toute la Nouvelle-Aquitaine est représentée. Oléron, La Réole, Saint-Émilion, le Bassin, Angoulême. Royan. Génial. Bon, c'est super. Toute la Nouvelle-Aquitaine est représentée. Du coup, Exact. vous avez des projets en cours. Vous en êtes où dans la création de votre entreprise? Au début. En cours, tout au début, projet avancé. Ah, c'est pas mal. Bon, si vous êtes au début, vous êtes au bon endroit pour répondre à toutes vos questions. Super. Un projet de chambre d'hôte. Il y en a qui sont encore en réflexion. C'est aussi le bon moment de suivre cet atelier pour tous ceux qui sont en réflexion. Toilettage et soins d'animaux. On peut peut-être commencer. Textile, Ah oui, déco. boulanger. Super, il y a plein de projets. Il y a plein de projets intéressants et à différents moments de leur création, donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Du coup, on va se présenter aussi. Océane, je te laisse la parole pour te présenter. Avec plaisir. Du coup, moi, je suis Océane Roquillet, je suis conseillère à l'ADI sur Bordeaux et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les étapes de la création d'entreprise. Et puis, je vais laisser la main à mon collègue Julien. Et donc, moi, c'est Julien Reynaud et je suis sur le territoire de la Creuse et je suis également basé à Limoges. Et du coup, on est ravis de voir qu'il y a autant de connexions. Là, pour le moment, il y a 263 personnes qui sont connectées. Donc, c'est chouette. Vous êtes nombreux. On espère que ce qu'on va vous présenter va vous plaire. J'introduis, si tu veux, le webinaire. Oui, 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 tu peux commencer, Océane. Du coup, merci à tous de participer. Merci pour votre connexion. Du coup, aujourd'hui, on va ouvrir cette grande semaine de Un jour, un webinaire, qui est une semaine qui est proposée par l'ADI en partenariat avec l'URSSAF et Pôle emploi. Donc aujourd'hui, ce premier webinaire, ça va être sur les étapes de la création d'entreprise avec un focus sur la méthode de l'effectuation. On vous en dit pas plus parce que vous verrez après ce que c'est. Je vous rappelle que du coup, c'est un jour un webinaire toute la semaine. Donc, on va vous proposer 5 webinaires. Pour vous les présenter rapidement, si vous n'êtes pas encore inscrit, mardi, demain, pareil à la même heure à 10h, vous allez avoir un webinaire sur tout connaître sur le statut de la micro-entreprise. Mercredi, vous allez en avoir un sur un outil de l'ADI qui s'appelle Je construis mon projet en ligne. Jeudi, vous allez l'avoir sur tout ce qui est financement alternatif pour votre projet. Et enfin, vendredi, sur tout ce qui est gagner en visibilité et trouver mes clients. Voilà. Alors, j'en profite parce que je vois une question sur la durée du webinaire. Là, on va partir pour 1 heure ensemble, peut-être un petit peu plus avec les questions. Ça dépendra de vous, vos questions. Vous êtes très nombreux, du coup, on essaiera de répondre à tout le monde. Par contre, on va répondre qu'aux questions générales, hein. On ne pourra pas répondre aux cas particuliers. Si jamais il y a des questions un peu particulières, on vous invite soit à appeler l'ADI, soit à venir à nos portes ouvertes parce que toutes les agences ADI de Nouvelle-Aquitaine vont ouvrir leurs portes le 7 octobre entre 10h et 17h. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site de l'ADI, regarder l'agence qui est le plus proche de chez vous et venir nous rencontrer en vrai le 7 octobre. Il est 10h05. Est-ce qu'on commencerait? On peut continuer et enchaîner la présentation. Merci Océane pour les précisions sur tous les webinaires de la semaine.
Tous les webinaires, j'ai vu la question passer, sont enregistrés et seront disponibles sur le site ADI. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes venu soit par Pôle emploi, soit par l'URSSAF. Et donc, nous, on est l'ADI. On est une association nationale. Vous retrouvez une agence ou une antenne par département. On est là pour accompagner les porteurs de projets, les financer, pour tous ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire si besoin. Et on est là aussi pour proposer des solutions d'assurance et d'accompagnement pour tous les projets. Donc après, on restera disponible pour répondre aux questions et développer un petit peu plus en individuel vos différents projets. Voilà. Après, on travaille sur des microcrédits qui vont de 3 à 12 000 euros jusqu'à 36 mois. Elle a dit on travaille sur la confiance, mais on demande qu'il y ait un garant qui nous suive pour le microcrédit et qui soit là pour nous écouter, parce que c'est important d'être écouté quand on monte son entreprise. Voilà. Et après, un accompagnement particulier individuel dans toute la création de votre projet en amont et après pour continuer à vous suivre. Voilà pour la présentation de l'ADI. Océane, je te laisse la parole pour la suite. J'en profite juste pour vous présenter Alexandra, qui est aujourd'hui notre modérateur. C'est elle qui vous répond derrière ADI Nouvelle-Aquitaine. Donc, merci Alexandra pour les réponses que tu vas pouvoir mettre dans le chat. Et comme ça, du coup, je la présente aussi parce que elle est quand même derrière à nous aider. On va commencer par vous présenter Entreprendre la région à nos côtés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la région qui met en place une aide en fait pour aider les personnes qui ont un projet de création d'entreprise en Nouvelle-Aquitaine. Il y a plusieurs structures, même beaucoup de structures qui en font partie pour vous proposer du coup un accompagnement complet tout au long du coup de votre projet de création d'entreprise. L'ADI, on en fait partie, mais on n'est pas que, parce que du coup, il y a beaucoup de structures. Donc, pour vous présenter rapidement un peu comment ça se passe Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine, ça se découpe en 3 phases. Il y a une première phase, donc du coup, c'est là où on va valider si vous pouvez rentrer dans ce programme-là. Donc, pour en bénéficier, il faut être domicilié en Nouvelle-Aquitaine, avoir un projet de création ou de reprise d'entreprise. C'est à cette phase-là aussi où vous pouvez participer à des réunions d'information collectives dans les différentes structures qui font partie de Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est là aussi où on va pouvoir vous rediriger vers la bonne structure qui correspond à votre projet. Typiquement, nous, à l'ADI, on est spécialisé dans tout ce qui est auto ou micro-entreprise. Donc, si vous avez aujourd'hui un projet de reprise d'entreprise, par exemple d'un restaurant avec 5 salariés, on ne sera peut-être pas le bon interlocuteur, mais en tout cas, on pourra vous rediriger vers les structures partenaires qui seront plus adéquates à vous accompagner au long de votre projet. Si, du coup, une fois que vous avez trouvé votre structure, vous rentrez à ce qu'on appelle en phase 2, où là, en fait, on va faire un diagnostic, on va définir aussi un plan d'action. C'est là où on va vous aider à réaliser votre prévisionnel et à rechercher, du coup, des financements et ou des aides régionales, s'il y en a qui peuvent vous être accordées. C'est à ce moment-là, normalement aussi, où vous allez, du coup, concrétiser votre projet en vous immatriculant. Et ensuite, du coup, on passe en phase 3. Donc là, c'est vous avez créé et du coup, vous pouvez avoir un accompagnement ponctuel sur 3 ans, sur vos 3 premières années, du coup, de création. Voilà. Donc après cette petite aparté, on va vous présenter notre petit sommaire. Alors du coup, c'est moi qui vais prendre la parole en premier pour vous présenter du coup les étapes de la création d'entreprise. Donc là, je vais vous détailler les 4 étapes qui sont présentées dessous. On va d'abord parler de la première étape qui est de l'idée au projet. Donc c'est là en fait où vous allez valider si votre idée est bonne ou pas. En fait, c'est surtout là où vous allez vous questionner sur quoi repose votre projet, votre idée. Est-ce que c'est une activité réglementée? Est-ce que vous avez les compétences requises, et cetera? Ensuite, on passera à la phase 2, c'est l'étude de la cohérence du projet. C'est là où on va faire en fait ce qu'on appelle l'étude de marché. Donc, on va vérifier, voilà, est-ce que votre produit est cohérent avec votre prix, qui est cohérent avec votre cible, qui est cohérent aussi avec la manière dont vous allez apporter l'information. Et c'est là aussi où vous allez avoir les premiers éléments pour réaliser ce qu'on appelle votre prévisionnel financier, qui est l'étape 3, où on va valider du coup la viabilité financière de votre projet.
Et enfin, l'étape 4, qui est bien la dernière étape, puisque toutes les étapes avant vont vous permettre de définir et d'étayer votre projet et ça va vous permettre de valider vos choix juridiques et fiscaux et ensuite de passer à votre immatriculation. Et en deuxième partie, c'est Julien qui prendra la parole et je te laisse présenter ta partie. Donc, on fera un zoom sur la méthode effectuelle qui sera complémentaire à la méthode causale qui va être un petit peu développée par Océane avec les différentes étapes de la création. Et donc, voilà, on verra une autre façon de réfléchir également pour créer son entreprise ou pour la développer. Merci Océane. Super. Et bah, du coup, on va passer à la première étape. Du coup, de l'idée au projet. Donc, on a vu tout à l'heure dans le chat qu'il y en avait pas mal qui étaient à peu près à cette étape-là. Donc ça, en fait, c'est un peu le début. C'est quand vous avez une idée et vous voulez la valider, voir en fait, est-ce que ça peut devenir un réel projet de création d'entreprise. C'est à ce moment-là aussi, on va commencer à se poser des questions. Donc là, je vous ai mis des idées de questions où on se pose au début. Typiquement, qu'est-ce que je ne veux faire ou qu'est-ce que je ne veux pas faire. L'idée, voilà, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie et aussi quelles sont mes limites, du coup, pour que je puisse voilà, créer un projet qui est en accord avec moi-même. C'est là aussi, on va pouvoir se poser comme question, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Donc là, est-ce que j'ai les compétences requises? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que je peux mettre en place pour les avoir? Et aussi de voir, voilà, est-ce que en fait j'ai envie de faire une formation parce qu'il me manque une formation pour créer mon projet? Est-ce que j'en ai pas envie? Etc. On peut se poser aussi la question de qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc là, c'est l'idée aussi d'être réaliste, de se dire, voilà, est-ce que ce projet-là est cohérent avec ce que j'ai envie après de faire? Typiquement, je veux être mon propre patron, je veux travailler dehors, je veux aller faire les marchés, mais par contre, j'aime pas me lever tôt le matin. Là, il va peut-être y avoir une incohérence, il faudra peut-être revoir en tout cas le projet d'une autre manière. Et ensuite, c'est important aussi de se poser la question de qui me soutient. Ma famille, mes amis, des collègues et de voir en fait, est-ce que j'ai déjà un réseau? Est-ce que j'ai pas de réseau? Est-ce que je connais le métier? Etc. Si on n'en a pas, c'est pas très grave, mais du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place pour voilà, avoir une idée de qu'est-ce que mon projet que je vais créer, comment je vais pouvoir le créer. Si vous en êtes à cette étape-là et que vous êtes inscrit à Pôle emploi, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi. Pourquoi? Parce que Pôle emploi a une prestation qui s'appelle Active Créa Émergence, Active Créa EME, de son petit nom, qui est une formation sur plusieurs mois qui va vous permettre justement de concrétiser votre idée en projet. En fait, vous allez être, du coup accompagné pour, voilà, vous poser ces questions-là et essayer de commencer à poser les bases de mon idée, est-ce qu'elle peut se transformer en projet? Est-ce qu'aujourd'hui mon idée de création d'entreprise, elle peut se valider sur, voilà, un projet que je vais essayer de construire? Donc c'est une méthode assez souple où vous avez différents ateliers qui vous est proposés en collectif, en individuel, qui vous permettent, voilà, de vous projeter. Est-ce que finalement être entrepreneur, c'est quelque chose qui est fait pour moi? Mon idée, qu'est-ce qu'elle est? Comment je peux la travailler, et cetera. C'est là aussi où vous allez essayer de valider un peu, vos opportunités. Est-ce que mon idée, elle est faisable ou non? Et aussi de commencer à mettre en place un plan d'action. Typiquement, je suis passionnée de mécanique, je veux faire un projet dans la mécanique, j'ai pas mon CAP mécanique. OK, quel plan d'action je peux mettre en place pour du coup, au moins, pouvoir concrétiser mon projet? Je regarde rapidement s'il y a des petites questions, mais j'ai l'impression qu'Alexandra répond au fur et à mesure et ça, c'est très bien. Voilà, pour savoir les modalités d'intégration, d'Active Créa Émergence, je vous invite à vous rapprocher, de votre conseiller Pôle emploi. Normalement, il faut juste être inscrit à Pôle emploi. Donc voilà, la première étape, c'est d'aller vous inscrire et en tout cas d'aller, vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi. Hop et ensuite, on passe à l'étude de marché qui est l'étape 2. Alors, l'étude de marché, du coup, aujourd'hui, on est sur une présentation assez rapide, donc l'idée aussi, c'est pas d'aller, en profondeur. On va pas vous aider à faire votre business model aujourd'hui. En tout cas, c'est de vous donner les clés pour vous poser les bonnes questions. Donc là, j'ai mis
5 composantes qui, pour moi, sont non négociables de l'étude de marché. La première, ça va être la réglementation. C'est à ce moment-là, on va se poser la question, voilà, est-ce que mon activité, elle est réglementée? Est-ce qu'il y a des normes à respecter? Si oui, est-ce que j'ai tout pour les respecter? Sinon, tant mieux. Typiquement, si je reprends l'exemple de mon projet de mécanicien, il faut absolument que j'ai mon CAP mécanique pour pouvoir exercer en tant que mécanicien automobile. Donc du coup, est-ce que j'ai ce CAP-là? Si oui, tant mieux. Sinon, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir avoir mon CAP? Pareil au niveau des normes. Je veux, par exemple, devenir traiteur. Tout ce qui est métier de bouche, il y a une formation obligatoire qui s'appelle la formation hygiène et sécurité. La première chose, c'est de voir, voilà, est-ce que je l'ai? Si je ne l'ai pas, de regarder les centres autour de chez moi qui font ça et de voir, voilà, est-ce qu'il y a un coût financier? Quelle est la durée, etc. Est-ce que je suis prêt à faire tout ça? Ensuite, ça, c'est vraiment la partie la plus importante et je vous invite vraiment à prendre du temps pour, essayer de vraiment creuser cette question-là, c'est les clients. Mes clients, qui sont-ils? Combien sont-ils? Pourquoi je les choisis et qu'est-ce qu'ils aiment? S'il vous plaît, ne venez pas comme tous les gens qui viennent et qui me disent: «Moi, mon produit, il est pour tout le monde». Certes, tout le monde peut acheter tout et n'importe quoi. Par contre, votre clientèle cible, elle, il faut vraiment aller la définir. Typiquement, je vends des vêtements pour femmes, en matière recyclée, made in France. Mon cœur de cible, ça va être plutôt des gens, enfin, du coup, des femmes, vu que je vends des vêtements pour femmes, mais qui vont avoir, des aspirations pour tout ce qui est, du coup, des produits plus respectueux, de l'environnement et cetera. Donc je vais essayer d'aller creuser quelles sont les habitudes de consommation de mes futurs clients. Pourquoi c'est important d'aller faire ça et d'aller regarder vraiment ce qu'il y a en profondeur derrière ma clientèle? C'est tout simplement parce qu'après, quand vous allez développer votre projet, ça va pouvoir vous permettre de faire des choix pertinents en termes de promotion, lieu d'implantation, communication et cetera. Typiquement, si je garde cet exemple-là, je veux faire un partenariat, je sais pas, avec un magasin, de nourriture pour présenter un petit peu, voilà, ma nouvelle collection et cetera. Ça va être peut-être plus pertinent si je fais cet événement-là avec un Biocoop qu'avec un Carrefour classique. Pourquoi? Parce que ma cible, potentiellement, aura plus d'appétence à se trouver au sein d'un Biocoop qu'au sein d'un supermarché plus traditionnel. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller en profondeur, ce qui ne veut pas dire que, par exemple, quelqu'un qui, n'a pas d'appétence ou d'aspiration pour, du Made in France et du recyclé ne va pas aimer mes vêtements et les acheter. Par contre, moi, c'est plus pertinent si je fais mes actions commerciales auprès de ma cible précise que j'ai bien définie. Je Ensuite, la troisième partie, ça va être la zone de chalandise. La zone de chalandise, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la zone où je vais, vendre ma prestation ou, mes produits. Il y a différentes choses à voir. Je vais d'abord prendre l'exemple de quand on a une boutique parce que c'est peut-être le plus parlant. Typiquement, je veux ouvrir une boutique, je veux ouvrir ma boutique de vêtements. Ma clientèle, elle va pas être la même si je me trouve en centre-ville, par exemple en centre-ville de Bordeaux, qu'en périphérie, parce que du coup, les clients qui vont se trouver autour vont peut-être pas avoir les mêmes modes de consommation. Donc c'est important de regarder, voilà, qu'est-ce qui se passe autour de là où je vais ouvrir ma boutique? Qui sont les personnes qui y vont? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Est-ce que c'est cohérent avec le projet que je veux faire? Pareil, vous faites un service à domicile. La zone de chalandise, elle existe aussi. Je suis coiffeuse à domicile, forcément, par exemple, et j'habite à Bordeaux. Est-ce que finalement je me concentre que dans le cœur de Bordeaux? Est-ce que je vais aussi en périphérie de la ville? Si jamais j'ai une cliente qui vient me demander, je sais pas, me réquisitionner pour aller sur le bassin d'Arcachon qui est à peu près à 45 minutes de Bordeaux, est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est le même prix ou pas? Et cetera. Donc ça, c'est important de, voilà, regarder dès le démarrage où je veux intervenir, ou qu'est-ce qui se passe autour de moi et quel type de client il y a autour de moi. Ensuite, il va y avoir les concurrents. Il y a on on habite dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont créées, donc forcément vous allez avoir de la concurrence, même si vous avez ce qu'on appelle un biais de différenciation, donc quelque chose qui va pouvoir vous différencier. Il y aura forcément des, personnes qui vont proposer un produit ou un service similaire à vous. Donc c'est intéressant d'aller regarder qui ils sont, où est-ce qu'ils sont nombreux et surtout qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi c'est intéressant d'aller voir? Parce que ça va vous permettre à vous de trouver votre différenciation.
Ce qu'on appelle la différenciation, c'est en fait le petit élément qui va vous permettre d'être différent de votre concurrent. Bah, en fait, je vends la même chose, que mon concurrent a, mais moi, par contre, j'ai un service après-vente qui est beaucoup plus poussé. Moi, je vais faire de la livraison à domicile, à côté, ils vont pas en faire et ça va vous permettre d'appuyer sur ces points-là pour pouvoir, bah, aller chercher une clientèle, peut-être plus adéquate vis-à-vis de votre produit. Et enfin, c'est les fournisseurs. Donc les fournisseurs, bah, où est-ce qu'ils se situent? Qui sont-ils et pourquoi je les choisis? Si je reprends mon exemple de vente de vêtements, en matière recyclée, bah, le choix du fournisseur, il va être hyper important parce qu'il va falloir que je trouve un fournisseur, bah, qui respecte mes valeurs. Si je veux faire que du made in France, bah, il va aussi falloir que je vois où est-ce qu'il se trouve. Forcément, il va pas y avoir le même impact si je prends alors, je prends l'exemple de Bordeaux parce que je suis conseillère à Bordeaux, mais si du coup j'ouvre ma boutique à Bordeaux et que, je sais pas, mon fournisseur travaille dans les Landes, il y aura pas le même coût que si le fournisseur, travaille à Lyon et qu'il faut que j'importe du coup à chaque fois mes commandes jusqu'à Bordeaux. Donc voilà, c'est important de regarder, ça va aussi vous permettre d'avoir des premiers éléments financiers pour pouvoir du coup, passer à l'étape suivante. Alors, je regarde rapidement s'il y a des petites questions. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions personnelles sur, vos projets, des questions plutôt individuelles. Malheureusement, aujourd'hui, on va pas y répondre. Là, je regarde, vous êtes, 295 connectés, donc vraiment, on ne pourra pas répondre aux questions vraiment spécifiques à votre cas, à votre activité. Par contre, je vous invite soit à appeler Lady pour en prendre un rendez-vous, soit à venir à nos portes ouvertes le 7 octobre et là, on pourra vous répondre de manière beaucoup plus individualisée. Et du coup, lors de notre étude de marché, ça m'a permis de récolter des éléments qui vont me servir pour réaliser mon étude financière. Par exemple, bah, quel prix je veux mettre, enfin quel ordre de prix je veux mettre, quel ordre de prix font mes concurrents, combien mon premier stock va me coûter, etc. Ou pareil, si j'ai une boutique, quelles vont être mes charges, quel va être mon niveau de charge. Alors, pour cette étude financière, l'idée, c'est, moi, j'aimerais bien que vous repartiez avec quelques éléments d'information. On ne va pas vous faire un prévisionnel pareil, assez complet. L'idée, voilà, c'est de vous présenter un peu un prévisionnel financier. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les éléments pour au moins que vous puissiez les comprendre et pouvoir commencer bah, à vous poser les bonnes questions. Dans l'étude financière, il y a 3 éléments qui sont hyper importants. Le premier, c'est le plan de financement. Le plan de financement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que j'ai besoin au démarrage de mon activité? Si vous voulez, c'est un peu comme une photo figée de, voilà, pour démarrer, il me faut un véhicule, une table, heu, tant de matériel. Il faudra aussi que je paye mon premier stock, j'aurai tant pour m'immatriculer et cetera. Donc on va lister tous les besoins que j'ai pour démarrer. Ensuite, on va s'intéresser au compte de résultat. Le compte de résultat, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est la mise en relief de la vie de mon entreprise. Tout l'argent qui va rentrer et qui va sortir tous les mois. Et ça, on peut le faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de voilà, à quel point on a envie de prévoir sur la durée. Et après, il y a le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, il est souvent oublié, mais pour moi, c'est un des plus importants, tout simplement parce qu'en fait, c'est un peu le reflet de ce qu'il y a dans votre compte en banque. Ça va être du coup la variation de sortie et de rentrée d'argent qu'il peut y avoir. Et c'est ce qui va permettre notamment de prévoir ce qu'on appelle mon besoin de trésorerie de départ. C'est pour pallier, par exemple, aux sorties qu'il va y avoir. Typiquement, je ne sais pas, en décembre, il va falloir que j'achète un gros stock parce que c'est la période de Noël et que j'ai prévu de beaucoup vendre. Bah, si je ne l'ai pas prévu avant, qu'il va falloir que je sorte beaucoup d'argent pour acheter ce stock et du coup augmenter mes ventes, bah, je risque d'être coincée parce que si j'ai pas assez d'argent sur mon compte en banque, je ne pourrai pas acheter mon stock et donc du coup, je ne pourrai pas vendre après. Alors, je vais vous présenter un peu plus en détail le plan de financement et après le compte de résultat. Du coup, le plan de financement, ce que je vous disais, c'était une photo du démarrage. Donc là, je vous ai mis des exemples de ce qu'on peut mettre dedans, donc ce que je peux avoir besoin pour démarrer. Du coup, mes frais d'établissement, est-ce qu'il va falloir que je paye pour m'immatriculer? Si oui, combien? Mes investissements, est-ce que j'ai besoin d'un véhicule, etc. Quel va être le matériel de départ? Mon stock de départ, et aussi du coup la trésorerie de départ. Et en général, en face de ce dont j'ai besoin, on va mettre comment je vais le financer. Donc pour le financer, il y a différentes choses qui peuvent
rentrer dedans, soit je l'autofinance moi-même avec un apport personnel, soit je fais un prêt à la banque ou un prêt auprès de l'ADI puisqu'on fait du microcrédit. Et je regarde aussi si je suis éligible à des aides régionales. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire, les aides, les subventions, on les met de côté et on les inclut pas dans le plan de financement, en tout cas au démarrage. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que je me renseigne déjà. Est-ce que je suis éligible? Si oui, comment, quelles sont les modalités du coup de paiement de cette subvention? Est-ce que c'est, tout l'argent d'un coup? Est-ce que c'est, une partie à l'immatriculation, une partie 6 mois plus tard? Et quels sont mes délais d'obtention? Des fois dans les subventions, il faut que ça passe en comité, devant une commission et parfois, bah, il y a, 3 commissions par an. Donc si vous voulez démarrer en janvier, mais que la commission, elle arrive qu'en juin, bah, il faut aussi que vous puissiez, bah, prévoir un autre moyen de financement pour pouvoir démarrer votre activité. Heu, ensuite, on va avoir du coup ce qu'on appelle le compte de résultat. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le reflet un peu de l'argent et qui va rentrer et sortir dans mon activité. On est sur un prévisionnel, donc forcément, vous n'avez pas démarré, ce n'est pas la réalité. On va faire une projection sur ce qui va venir. Donc l'idée, c'est d'être le plus réaliste possible. Il y a des choses qu'on peut facilement rentrer dedans, par exemple vos charges. J'ai une boutique, je sais combien je vais payer de loyer tous les mois, je sais combien, à peu près combien je vais payer d'électricité, etc. Ça, je peux le mettre. Je sais à peu près combien mon stock va me coûter puisque j'ai déjà identifié mes fournisseurs. Donc ça, pareil, je peux le mettre dedans. Pour du coup les rentrées d'argent, du coup votre chiffre d'affaires, la production que vous allez vendre, le nombre de services que vous allez faire, on va essayer de faire une projection. Là pareil, je le répète, il faut essayer d'être réaliste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, venir nous voir à l'ADI et nous dire, «Je vends tout mon stock le premier mois» ou «J'ai blindé mon agenda de prestation de services dès le premier mois». Alors, je vous souhaite à tous que ça se passe comme ça. Dans la réalité, quand vous démarrez un projet, il y a toujours du temps, voilà. Il faut, bah, que votre clientèle, elle soit au courant que vous existez, il faut que vous puissiez mettre en place votre communication et cetera. Donc en général, il y a 1, 2, 3 mois où, bah, voilà, le chiffre d'affaires va tout doucement augmenter. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est le démarrage. Et donc du coup, avec le compte de résultat, ça va vous permettre de voir, bah, voilà, en fait, est-ce que je suis bénéficiaire ou est-ce que, bah, j'ai fait des pertes? Si je fais des pertes, bah, est-ce que je suis négative tout le temps? Est-ce que finalement c'est que les 2 premiers mois et qu'après je passe positive? Si c'est les 2 premiers mois, bah, est-ce qu'il faut que je prévoie peut-être un peu plus de trésorerie de départ pour pallier du coup à ce démarrage peut-être un peu plus lent? Donc voilà. Donc c'est important d'essayer de faire ça et d'être le plus réaliste possible. Est-ce que tu as vu des questions pertinentes, Julien? J'essaie. Alors, j'ai vu pas mal de questions passer sur l'obligation d'un compte pro en tant qu'auto-entrepreneur ou en micro-entreprise. Pour faire un petit focus sur ce point-là, le compte pro n'est pas forcément obligatoire, mais si vous ne le faites pas, il est indispensable de mettre en place un cahier de recettes-dépenses pour suivre votre activité. Et après, au-delà d'un certain chiffre d'affaires, il devient impératif d'ouvrir un compte pro. Mais pour commencer, ce n'est pas forcément obligatoire. Oui. Et pour une petite précision, quand vous êtes en auto-entreprise ou micro-entreprise, vous avez l'obligation d'avoir un compte dédié, c'est-à-dire un compte courant dédié à votre activité, mais c'est pas obligatoirement un compte pro avec les coûts de gestion de compte pro. Après, à voir avec votre banquier parce que des fois, quand vous avez un compte pro, vous avez des facilités de paiement, par exemple pour avoir tout ce qui est terminal de paiement TPE, donc pour payer avec la carte bleue. Donc des fois, c'est plus intéressant pour vous de prendre un compte pro qu'un compte dédié. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas l'obligation légale d'avoir un compte professionnel, mais par contre, il faut au moins séparer les dépenses de la vie perso et les dépenses de la vie pro. Du coup, alors, je vois juste l'étude financière, c'est la même chose. Alors, en fait, ce qu'on appelle un business plan, si vous voulez, c'est les 4 étapes de la création d'entreprise que vous regroupez dans un dossier. Donc, l'étude financière fait partie de votre business plan. Et du coup, après, on arrive à la dernière étape et j'insiste sur le fait que c'est la dernière étape. Alors moi, je vous ai présenté de manière très causale, je fais exprès d'utiliser ce terme que Julien vous détaillera après un peu plus
ce que c'est. Donc c'est voilà, très théorique, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Bien évidemment, on sait que quand on crée une entreprise, vous allez, penser à l'étape 4, à l'étape 1, à l'étape 2 et on revient et cetera. C'est normal. Par contre, c'est important d'au moins se poser ces questions-là et en tout cas de valider son choix juridique une fois qu'on a bien fait son étude de marché et son prévisionnel. Pourquoi? Parce que ce choix-là, bah, va varier en fonction de comment vous allez faire votre projet, combien de chiffre d'affaires vous prévoyez faire et cetera. Et je dis bien que le choix du statut juridique est personnel, c'est-à-dire que ça vu que ça dépend de votre activité, de votre vie perso et cetera, bah, forcément, si ça se trouve, vous avez une tante qui fait la même activité que vous, mais qui a choisi de se mettre en société et finalement pour vous, la micro-entreprise sera plus adaptée. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va bien adapter et personnaliser pour vous. Alors, comme ce que je vous disais, l'étude juridique, en fait, le choix du statut juridique, ça va dépendre de plusieurs choses. Typiquement, est-ce que j'ai besoin d'être assujettie à la TVA ou pas? Quel est mon montant de chiffre d'affaires? Parce qu'il y a des statuts comme la micro-entreprise qui ont des seuils de chiffre d'affaires. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails et je vous le rappelle aussi, demain, mardi à 10 heures, il y a 1 heure de webconférence dédiée au statut de la micro-entreprise. Donc, si vous avez des questions très juridiques, je vous invite à vous inscrire au webinaire de demain. Ils répondront à vos questions, j'en suis sûre. Du coup, je vous disais, ça dépend par exemple du chiffre d'affaires, aussi de l'administratif que je veux avoir, de mon patrimoine personnel, aussi de quelle protection sociale je veux avoir et aussi, bah, des charges de mon entreprise ou des investissements que j'ai besoin de faire pour démarrer. Et donc du coup, une fois qu'on a ces éléments-là, qu'on a obtenu grâce à notre étude de marché, à notre prévisionnel, bah, je vais pouvoir valider mon choix de statut juridique, mais aussi mon régime fiscal. Donc, le régime fiscal, c'est comment je vais être imposée, etc. Et mon régime social, donc tout ce qui va être protection de moi, voilà, en tant que chef d'entreprise. Pour faire un petit zoom sur le statut juridique, du coup, on a deux grandes familles, les sociétés, création d'une personne morale, et l'entreprise individuelle, donc l'entreprise individuelle dont fait partie la micro-entreprise, l'auto-entreprise. Donc, je vous ai fait un petit focus sur l'auto-entreprise. Donc, comme je vous disais, ça fait partie de la famille des entreprises individuelles, mais c'est une entreprise individuelle avec ce qu'on appelle un régime simplifié. Ce régime simplifié, ça vous permet d'avoir un administratif allégé et surtout une comptabilité allégée. Administratif allégé parce qu'il n'y a pas de frais à l'immatriculation ni à la cessation d'activité et une comptabilité simplifiée parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un comptable et par exemple, on peut ne pas être assujetti à la TVA. Donc voilà. Je vous le dis et je vous le rappelle, si vous voulez plus de précisions sur le statut de l'auto-entreprise ou de la micro-entreprise, vu que c'est la même chose, je vous invite à vous inscrire au webinaire de demain. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et commencer à créer un petit peu leur business plan et du coup à suivre ces étapes de la création d'entreprise, l'ADI a créé ce qu'on appelle Je construis mon projet en ligne. Donc, c'est disponible sur le site de l'ADI et c'est un outil interactif qui vous permet de suivre les 4 étapes de la création d'entreprise, de répondre à des questions et de commencer à monter votre business plan. Pareil, si vous voulez en apprendre plus sur cet outil-là, c'est le webinaire de mercredi qui va vous détailler vraiment comment il fonctionne, comment ça marche et comment vous pouvez l'utiliser pour faire votre business plan de manière autonome et numérique sur notre site internet. Et du coup, j'ai enchaîné, mais j'ai fini ma partie, donc je vais voir s'il n'y a pas des questions pour vous répondre avant de laisser la parole à Julien. Alors, j'ai pas trop suivi le chat vu que ça défile très rapidement. Est-ce que tu as vu des questions, qui pourraient être intéressantes? Alors j'en vois une. Doit-on avoir une assurance en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, il y a des activités pour lesquelles l'assurance professionnelle est obligatoire. Donc déjà là, vous n'avez pas le choix. Donc pareil, ça c'est quand on fait l'étude de marché et de l'idée au projet, on regarde est-ce que mon activité est réglementée? Est-ce qu'il y a des normes à respecter? Typiquement, est-ce que je dois avoir une assurance spécifique ou pas? Si j'ai pas l'obligation d'avoir une assurance spécifique, dans mon activité,
je vous conseille quand même de vous renseigner. Une assurance professionnelle, notamment pour la responsabilité civile professionnelle qui vous couvrira, vous, dans le cadre de votre activité, ce qui est quand même le minimum à avoir si vous voulez, bah, voilà, pas avoir d'arrêt d'activité prématuré. Heu Je vous rappelle aussi du coup que vous allez recevoir la présentation à la fin, à la fin de la présentation et elle est disponible, en replay sur la chaîne YouTube de l'ADI. Donc pour la trouver, il faut juste taper adi.org et vous allez trouver, sur YouTube et vous allez trouver la chaîne de l'ADI et ce sera rentré dedans. Hem, Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Après, on ne va pas pouvoir répondre aux questions personnelles. Et ce que tu disais, Océane, du coup, sur les projets à proprement parler, on vous invite à nous retrouver pour les portes ouvertes le vendredi 7 octobre dans l'agence la plus proche de chez vous. Il y en a au moins une par département. Et sinon, prendre contact avec la plateforme téléphonique. Oui. Je réponds juste à une question de Leslie sur, comment faire son étude financière sans prévoir son statut juridique avant. Alors comme je le disais, en fait, c'est un jeu un peu de ping-pong. L'idée, c'est déjà de faire son étude financière, donc de prévoir son montant de chiffre d'affaires, son montant de charges et cetera, pour déjà commencer à avoir une idée des statuts juridiques qui pourraient correspondre à l'activité et après, bien évidemment, on fait des simulations avec les différents choix de statuts juridiques pour voir dans le prévisionnel, dans l'étude financière, pour voir laquelle est la plus adaptée. Mais si vous n'avez pas du tout prévu votre niveau de chiffre d'affaires, votre niveau, pardon, de charge, pour vous, ça va être impossible de faire un choix pertinent de statut juridique. Donc, c'est important de faire ça. On choisit le statut juridique, on vérifie qu'il soit le bon pour notre projet. Et du coup, après, il y a des questions beaucoup plus personnelles, mais on va pas avoir le temps d'y répondre. Donc, je te propose, Julien, de prendre la parole pour la suite. Eh bien, merci Océane. Donc, on a vu les différentes étapes de la création d'entreprise avec Océane. Ces différentes étapes, elles correspondent à une méthode plutôt causale dans la création d'entreprise. Elles sont toutes importantes, mais ne sont pas forcément nécessaires. Et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui approfondir la méthode de l'effectuation. Est-ce que l'effectuation, ça vous parle sur le chat? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler ou que bon, pas du tout. Bon, alors du coup, vous êtes au bon endroit. Le but, c'est de vous parler de cette méthode de l'effectuation. Et pour ça, on va se servir un peu des travaux de Sarah Sarabati, qui s'est posé une question, c'est comment font les entrepreneurs pour créer et surtout pour réussir. Et pour mener cette étude, elle a rencontré des dizaines d'entrepreneurs qui ont, eux, réussi. Et elle ne leur a pas demandé les clés de la réussite, mais les a confrontés à une série de questions, et notamment comment vendre ou lancer un nouveau produit. Et du coup, ce qui lui a permis d'avoir des heures d'enregistrement et de sortir une théorie et une méthodologie qui est l'effectuation. L'effectuation, c'est avant tout du pragmatisme et du bon sens et une nouvelle démarche pour créer une entreprise qui est complémentaire aux différentes étapes de la création d'entreprise qu'on a vues tout à l'heure. Pour vous donner un exemple plutôt simple et plutôt efficace, vous voulez organiser un dîner. La première méthode va être une approche causale. Je veux organiser un dîner mexicain. Donc, on va d'abord aller chercher des recettes, des ingrédients et peut-être de la décoration. Une méthode effectuelle va être de dire qu'est-ce que j'ai dans mon frigo pour composer un menu. Pour le dîner mexicain et la logique causale, on a un but, on va aller chercher des ressources, on va aller chercher une recette, on va aller chercher des ingrédients, on va aller chercher de la décoration et on va créer notre menu. Pour la méthode effectuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction des ressources que vous avez dans votre frigo que vous allez pouvoir créer votre menu.
L'avantage, c'est que c'est des produits que vous avez l'habitude de cuisiner, donc que vous maîtrisez, le risque est moindre. Et si je veux comparer ça à une méthode entrepreneuriale, je pourrais dire que Hewlett Packard a créé une entreprise pour créer des ordinateurs et les commercialiser. Elle s'est dit, ben, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des matières premières, il me faut des logiciels, il me faut des ingénieurs et des commerciaux, pour faire simple, pour vendre le produit. Si je le rapproche à la logique effectuelle, si par exemple vous maîtrisez l'informatique, vous avez un ordinateur, vous avez des logiciels informatiques, vous pouvez vous dire, mais tiens, je vais peut-être créer mon entreprise dans la réparation et la maintenance de systèmes informatiques. Vous avez déjà une partie de des ressources pour créer cette entreprise. Alors justement, quelles sont les ressources dont vous avez besoin? Et ça, c'est le premier principe de l'effectuation. C'est tout d'abord votre personnalité à vous. Le point de départ de toute création d'entreprise, ce n'est pas une idée géniale, mais la personnalité de celui qui va la développer. Alors, si vous en doutiez, vous preniez une idée, aussi géniale soit-elle, elle ne va pas aboutir au même résultat suivant qui va mener le projet. L'autre ressource, c'est votre connaissance à vous. C'est votre éducation, c'est votre expérience, c'est votre métier, c'est votre savoir-faire. Et ensuite, c'est votre réseau, c'est votre entourage. Et le succès va dépendre de cette capacité à mobiliser autour de vous. Cela pourrait être demandé peut-être pour le prêt d'un local, pour le prêt d'une voiture, ou pour peut-être solliciter un savoir-faire que vous ne maîtrisez pas, peut-être la création d'un site internet pour vous aider à lancer un site commercial en version bêta. Et c'est une mobilisation qui vaut pour tous les entrepreneurs qui ont réussi. Et c'est ce qu'on appelle le processus de création entrepreneuriale avec la méthode effectuelle. Et ça se base sur 3 principes: ce que je suis, ce que je connais et qui je connais, qui peut m'aider. Est-ce que déjà vous y voyez un petit peu plus clair sur la méthode de l'effectuation? Alors, on va pouvoir continuer. Et le deuxième principe de l'effectuation, ça va être la perte acceptable. Alors, les entrepreneurs qui ont, eux, réussi, ont su borner et contrôler le risque qu'ils prenaient. On a souvent à l'image un entrepreneur tête brûlée qui risque tout. En fait, l'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui risque tout, mais qui décide de ce qu'il peut ou non risquer. Avant de se lancer, l'idée est de se fixer des limites, de savoir ce qu'on est prêt à perdre, soit quelques mois pour le lancement du projet et finalement on voit que ce n'est pas jouable, ou une somme d'argent, peut-être 3 000 € pour lancer un site internet en version bêta. La notion de perte acceptable, c'est ce qui va vous permettre de vous lancer avec moins d'appréhension, puisque vous avez accepté d'éventuellement perdre ce que vous avez misé. Ensuite, le troisième principe de l'effectuation, c'est le patchwork full. Les entrepreneurs ont en général aucune idée à quoi l'opportunité ressemblera au final. Et ils créent les pièces au fur et à mesure de la démarche, en fonction des ressources qu'on a, des rencontres que l'on fait, de notre environnement, de leur poser des questions, de voir d'affiner l'offre que l'on peut proposer, et avec des partenariats intéressants. Et après, c'est l'engagement de chacun qui va permettre de dire, ben, je vais lancer mon projet, mais peut-être que ce n'est pas forcément là où je voulais aller. Le résultat est donc jamais connu à l'avance et va dépendre des personnes qui vont s'ajouter au projet et qui vont vous apporter des ressources. Et ce principe montre que tout projet entrepreneurial est émergent, évolutif, et qu'il est le fruit de l'interaction avec différentes parties. Alors, le quatrième principe, c'est la limonade. Alors, la limonade, je vais vous l'expliquer, c'est tirer parti des surprises. Traditionnellement, un des grands principes en création d'entreprise, c'est de faire un plan, un business plan, des prévisionnels pour éviter des surprises. Cette démarche est très coûteuse en termes d'argent et de temps, mais elle est importante dans certains cas. Mais en réalité, c'est la capacité à réagir aux surprises
qui va faire l'entrepreneur et comment on en tire parti. On considère que les mauvaises nouvelles et les surprises comme des pistes à suivre pour créer de nouveaux marchés et démarrer avec une idée et partir ensuite sur une observation ou sur une nouvelle suggestion. Donc, c'est de se dire, en fonction de ce qui va arriver, eh bien, je vais plutôt partir sur tel ou tel point, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, n'est pas forcément négative. Après, c'est comment on peut s'adapter par rapport à ça. Le pilote dans l'avion, eh bien, c'est votre vision de l'entreprise, c'est vous qui pilotez, et donc c'est en fonction de ce que vous visez que vous allez réussir. Et les entrepreneurs savent que les actions porteront leurs fruits. Le point de vue effectuel part du principe que le futur n'est ni trouvé, ni prédit, mais bien à inventer. L'incertitude est la matière première des entrepreneurs. Donc, plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez remettre en cause ce que vous êtes en train de faire, plus vous allez trouver de nouvelles solutions et agir. Et peut-être que vous n'arriverez pas sur le projet initialement souhaité, mais vous irez peut-être plus loin. Du coup, pour refaire un focus sur la méthode effectuelle, vous avez des moyens. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous connaissez, c'est qui vous connaissez. Vous avez des buts. Que puis-je faire avec ces ressources-là? Vous interagissez ensuite avec vos proches, votre famille, des gens avec qui vous allez discuter de votre projet. Vous allez en tirer des engagements et ça va vous donner des nouveaux moyens ou des nouveaux buts pour passer à l'action et sortir de nouveaux produits, découvrir de nouveaux marchés. C'est ce qui permet de faire évoluer votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les entrepreneurs qui ont créé leur entreprise de manière causale, donc en suivant toutes les phases de la création d'entreprise que vous avez détaillé Océane tout à l'heure, dans cela, 65% utilisent une logique effectuelle dans 75% du temps pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont confrontés à un problème, ils vont utiliser leurs ressources, leur réseau pour apporter une solution et pouvoir dépasser ce problème-là. Et peut-être que ce problème-là sera l'opportunité de développer autre chose. Donc, pour conclure, en fait, pas conclure tout de suite, mais pour rappeler que la logique causale est importante, tout ce qu'on a vu avec Océane, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête, mais elles ne sont pas forcément nécessaires pour créer une entreprise. Et si je parle dans ce sens-là, c'est que si vous mettez en place, vous faites sur des marchés, vous vendez des madeleines, des biscuits sur les marchés avant de créer votre boutique, ça vous permet de tester un petit peu le marché, de savoir ce que vous pouvez faire. Ou, par exemple, créer une version bêta d'un site de vente en ligne et de voir ce que ça peut donner avant de vous lancer officiellement dans ce domaine-là. Le business plan pour aller chercher des financements importants, il est toujours incontournable. Mais il sera plus facile de justifier vos chiffres prévisionnels avec une approche du marché, avec des exemples concrets tirés de votre expérience. Le but de l'atelier, c'est aussi et de la présentation qu'on vient de faire avec Océane, c'est aussi de démystifier sur l'entrepreneur est un super-héros. On peut penser que les entrepreneurs aiment le risque. Oui, ils aiment le risque, mais ils le contrôlent, ils le partagent, et c'est ce qu'on a vu notamment avec la perte acceptable. Ils savent ce qu'ils sont capables de perdre. Pour créer une entreprise, il n'est pas nécessaire d'avoir une grande idée, c'est surtout vous. C'est qu'est-ce que vous allez faire de cette idée-là et comment vous allez la mener. Après, les entrepreneurs ne sont des experts en prévision. Non, c'est faux. Ils ne prédisent pas l'avenir, ils ne sont pas devins, mais ils le construisent avec d'autres et se servent de ce qu'ils voient pour trouver et apporter des solutions. Les entrepreneurs sont des super-héros, ils ne sont pas comme nous, ils sont tout à fait normaux. Ils ont juste fait un bilan de ce qu'ils avaient à la base pour créer leur projet.
Et ils ne réussissent jamais seuls. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que le caractère social est très important dans votre logique d'entreprendre et pour votre projet. Et c'est pour ça qu'on vous incite à aller voir vos proches, à faire le tour de votre ville pour confronter votre projet et voir comment vous pouvez l'améliorer et qui pourra vous aider à le développer. Alors après, si vous voulez aller plus loin sur l'effectuation, vous avez deux, trois liens. Et là, l'étude de Sarah Saravati, qui est une Américaine qui avait commencé ses travaux, a été développée par Philippe Zimmermann, qui est un entrepreneur et universitaire à l'Université de Lyon. Et c'est une notion aujourd'hui de l'effectuation qui est apparue depuis les années 2000, qui commence à avoir une vingtaine d'années, ce qui est relativement récent dans le monde de l'entreprise. Il y a également une association et puis il y a des vidéos qui sont disponibles sur la méthode de l'effectuation. En conclusion, pour la méthode effectuation, ce qui est important, c'est de faire un bilan sur vous, c'est de poser sur le papier qui vous êtes, qu'est-ce que vous connaissez, quel est votre savoir-faire, qui est-ce que vous connaissez, et après, en fonction de tout ça, voir ce que vous pouvez en faire. Et quels sont vos atouts, puisque vous avez forcément des atouts pour créer votre entreprise, vous avez forcément un savoir-faire, et vous avez forcément un réseau. Il suffit juste de mettre le doigt là où ça peut dégager une nouvelle idée et un nouveau projet. Et nous, à l'ADI, on est là pour vous accompagner aussi sur ce domaine-là, alors toujours en n'occultant pas les principales étapes de la création, mais on est là aussi pour vous accompagner en amont par des rendez-vous individuels. On a également des formations qui peuvent être dispensées sur le territoire. Alors là, je vous invite à vous rapprocher de votre agence pour savoir quelles sont les conditions et les prochaines qui vont arriver. On est là pour vous accompagner aussi, pour vous apporter une petite ressource, le microcrédit, des solutions d'assurance et éventuellement de l'aide à l'immatriculation si besoin, et un accompagnement aussi avec toute une équipe après votre création pour voir où vous en êtes, pour voir comment la perfectionner et comment évoluer positivement autour de la création d'entreprise. Alors là, on va rester du coup avec Océane pour voir s'il y a d'autres questions par rapport à ces deux méthodes, la méthode causale et la méthode effectuelle, et voir ce que nous sommes capables de faire. Et puis après, on ne répondra pas aux questions personnelles, toujours, mais on peut développer certains points de la présentation. Est-ce que tu as vu des questions, Océane, passées qui peuvent être intéressantes ? Alors, je vois qu'il y a eu des questions, mais Alexandra a répondu dans le chat. Je voulais juste faire remonter un commentaire que j'ai trouvé pertinent. C'était de dire que la méthode de l'effectuation, c'était le moyen aussi d'affiner en temps réel son modèle économique. Et c'est ça aussi, c'est ce qui vous permet en fait de tout le temps adapter votre projet à votre environnement, à ce qui se passe autour. Et je trouve ça très intéressant de le remonter. Par contre, je vois qu'il y a plein de questions qui remonte. Ok. Alors, sur la méthode, pour revenir sur le patchwork fou, en fait, c'est les différentes ressources que vous avez à votre disposition, que ce soit vos ressources en termes de moyens financiers ou en termes de moyens humains, et le réseau que vous allez pouvoir faire. Si je reprends le patchwork fou, c'est par exemple quelqu'un qui veut se dire tiens, je vais lancer une agriculture de légumes. L'épicier va dire tiens, moi ça m'intéresse, je vais commercialiser tes produits. Et puis j'ai le restaurateur du coin qui dit tiens, mais tu fais un légume que j'ai pas l'habitude de cuisiner, ça m'intéresse, je vais peut-être pouvoir développer ça. Ou par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude de faire quelque chose sur les marchés, le Covid arrive et va se dire tiens, je vais proposer de la vente à domicile.
Voilà, c'est savoir s'adapter en toutes circonstances, le coach. Je remets mon micro. J'ai vu qu'il y avait d'autres petites questions qui étaient venues. Une question sur le JDE. JDE, c'est Je deviens entrepreneur. Du coup, c'est une formation plus complète sur la création d'entreprise. J'en profite, j'enchaîne avec l'autre question avant d'aller un peu plus loin. Il y avait une question aussi, est-ce que, du coup, j'imagine les services d'accompagnement de l'ADI sont gratuits? Oui, nos services d'accompagnement sont gratuits, mais réservés aux personnes qui sont accompagnées par l'ADI. Du coup, je vous invite, pareil, pour en savoir plus sur Je deviens entrepreneur ou nos formations ou potentiellement des intégrations aux différentes étapes, je vous invite à venir nous rencontrer lors de nos portes ouvertes le 7 octobre de 10h à 17h. Toutes les agences de Nouvelle-Aquitaine seront ouvertes pour vous recevoir. Et pour savoir où se trouve l'agence la plus proche de chez vous, je vous invite à aller sur le site adi.org et vous avez un onglet pour du coup trouver l'agence la plus proche de chez vous. Et pour compléter l'accompagnement que l'on peut faire à l'ADI, c'est à tout moment dans la vie d'une entreprise, que vous soyez en cours de création, que vous ayez une idée, ou que vous soyez déjà créé et que vous avez soit une idée de développement, soit un besoin d'accompagnement à l'instant T. Super. Du coup, je vais peut-être vous passer là. J'ai juste vu une question, je réponds. Mais bien évidemment, si vous voulez créer une société, le webinaire de demain va parler du statut de l'auto-entreprise et de la micro-entreprise. Donc, tout ce qui est question sur la société ne sera pas abordé dans ce webinaire. Et donc, du coup, on vous a remis les informations. Donc, vous retrouvez le numéro de l'ADI si vous voulez nous appeler pour prendre rendez-vous, les modalités pour nos portes ouvertes du 7 octobre, le numéro de l'URSSAF et de Pôle emploi qui sont partenaires aussi sur ce webinaire. Et la présentation vous sera envoyée normalement à la fin. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de merci, plus trop de questions. Du coup, merci pour votre participation, d'avoir été là, d'avoir été actif dans le chat. C'était très agréable. Et merci Julien aussi pour cette co-animation. C'était très Merci Océane, et puis merci à vous tous d'avoir participé. On reste disponible en individuel sur vos agences par territoire pour vous accompagner dans vos projets. Voilà. Et on va vous souhaiter une très belle journée et n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de cette semaine. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir.